Bonjour à tous et bienvenue à ce tout premier podcast de ITED. On commence une série de 4 podcasts aujourd'hui sur la cybersécurité, une présentation de ConnectWise. Je me présente, Pascal Laframboise, je suis directeur de compte au sein d'ITED et un passionné de cybersécurité. Aujourd'hui, pour le tout premier podcast, Introduction à la cybersécurité, je joins mon collègue Jonathan Johnson qui est avec moi, qui est le responsable de la cybersécurité chez ITED. Salut Joe, comment ça va? Salut Pascal, ça va bien toi? Ça va bien, merci. Jonathan, rapidement, peux-tu me décrire un peu ton rôle au sein d'ITED? Qu'est-ce que tu fais pour nous? Bien sûr, je suis responsable du département de sécurité chez ITED. Donc, on gère l'infrastructure interne et celle de nos clients, mettre en œuvre les politiques et le déroulement des bons produits et des projets de cybersécurité dans notre département. Justement, cybersécurité, ça résonne partout aujourd'hui. C'est le mot quand on parle d'informatique. En priorité, on parle de cybersécurité, de protection, ces choses-là. Parlant de mots, justement, aujourd'hui, je voulais commencer une introduction à la cybersécurité pour commencer tranquillement notre immersion un peu dans ce monde-là, surtout au niveau du lexique. On entend plein de choses, on entend plein de mots. Je veux juste qu'on mette une petite définition sur chacun de ces mots-là. Ça va nous permettre après ça de poursuivre la série. Évidemment, aujourd'hui, on fait l'introduction. Après ça, on va parler des différentes menaces, des différentes façons de se protéger face à ces menaces-là. Puis, bien, un peu le futur de la cybersécurité dans les prochains podcasts. Ouais. Si on commence aujourd'hui justement avec le lexique, en fait, là. Je vais te lancer des termes un peu qu'on entend des fois. Si tu es capable de me donner une définition quand même rapide, mais juste pour qu'on mette bien en contexte les différentes sphères un peu là, au niveau de la cybersécurité. Donc, on va commencer avec les fameux cybercriminels. Ouais. Ce serait quoi une définition d'un cybercriminel? Ça peut ratisser large comment, en fait? Ouais, c'est quand même très large. On peut penser immédiatement là, à un terme commun en anglais, hacker, pirate. En cybersécurité, on va parler d'acteurs malveillants, souvent. Pourquoi? C'est un acteur malveillant. C'est quelqu'un qui va être aussi bien être en fraude, par exemple, ou en commettant des délits autres d'intrusion ou de pénétration non autorisée dans des systèmes. Donc, ils vont se servir souvent de failles de sécurité ou de spam, d'hameçonnage. Donc, c'est toutes des manières là, d'agir de manière frauduleuse ou d'avoir un acteur malveillant à l'intérieur. Mal intentionné, effectivement. Souvent, ils peuvent agir seuls, ils peuvent agir en groupe, ils peuvent avoir des ordres d'un groupe, mais agir seuls aussi. On va parler plus d'affiliés dans ce temps-là. Ça, je trouve intéressant que tu parles de groupe parce que c'est des choses que j'ai déjà entendues, puis je veux que tu me confirmes un peu ça ou tu précises ça. En fait, les organisations criminelles, genre la mafia, des choses comme ça, aujourd'hui, c'est des organisations qui existent de cybercriminels. Il y a des organisations complètes, il y a des tours à bureau dans certains pays où tout le monde rentre le matin en habit, en cravate, avec la petite mallette, s'en vont travailler, puis ils s'en vont faire des attaques contre des compagnies, contre des gouvernements, contre plein de personnes. Ça existe, c'est vraiment des organisations criminelles. Ah oui, c'est très organisé. Comme on peut savoir une mafia ou d'autres groupes organisés criminels, oui, effectivement. On a des centres d'appel dans des pays qui sont destinés, on va parler dans ce temps-là de scammers en anglais, ils sont destinés à faire des appels puis usurper de l'argent. C'est une manière de frauder. Ça peut être aller jusqu'à prendre possession de mon poste si je suis mal intentionné. Je peux appeler, me faire passer pour une compagnie XYZ et mentionner qu'on a besoin d'avoir accès à mon poste pour faire peu importe. Et là, un coup à l'intérieur de mon ordinateur, là, j'ai libre recours puis je peux aller usurper des données, peu importe bancaires ou autres. Donc oui, c'est organisé. C'est plus juste le fameux hacker là, dans son sous-sol, là, comme Mafia Boy qui avait attaqué le gouvernement de la NASA aux États-Unis. Puis on picture tout le temps, on visualise tout le temps les hackers comme étant un petit gars dans son sous-sol. C'est plus rendu ça. Là. C'est plus que ça, en fait. En fait, c'est ça. Ce n'est plus que ça. C'est rendu organisé. C'est rendu. Puis certaines données, certaines études démontrent que les attaques maintenant sont perpétrées entre 8 heures et 5 heures selon différents fuseaux horaires. Donc, on peut pertinemment penser que ces gens-là sont même payés pour faire ce travail-là, contrairement à, disons, années 80, 90, où est-ce que là, on voyait que les attaques étaient plus perpétrées dans un temps de après 16 heures. La nuit, le soir. Ou le soir. Donc, à ces moments-là, on se disait ça devait être plus des étudiants, par exemple, ou des gens après les chiffres. Oui, c'est bon, les créneaux ont changé.
Super. Continuons dans le lexique un peu. Si jamais on veut classifier justement certains trucs, on parle de cybermenaces. Ça peut ratisser large là aussi. Donc, qu'est-ce qui pourrait constituer ou qu'est-ce qui est question pardon, quand on parle d'une cybermenace? Bien, on va catégoriser une menace par rapport à une attaque. Donc, une menace, c'est quelque chose qu'on sait qui pourrait survenir. Donc, c'est pas nécessairement qu'on a été encore attaqué, mais il y a un risque potentiel qui existe. Donc, ça va être une menace, ça va être quelque chose qui court, au même titre que, bon, on revient à notre fameuse COVID-19. Bien, c'est pas parce que la COVID-19 est apparue que tout le monde, du jour au lendemain, ont eu la COVID-19. Mais il y avait une menace de pouvoir l'avoir. Contrairement à quelqu'un qui l'avait attrapé, bien là, il était Mais c'est attaqué concret. par ce virus-là. OK. Puis justement, la cybermenace, donc c'est toutes les menaces potentielles. Quand on parle d'une cyberattaque, là, c'est quand soudainement on a subi une attaque, il y a une intrusion dans nos systèmes, des données ont été volées. Donc, la cyberattaque, c'est comme concrétiser la menace en tant que telle. Oui, effectivement, l'attaque, ça devient concret, effectivement. Et non seulement ça, mais c'est pas nécessairement que c'est pas nécessairement que quelqu'un est dans les systèmes. OK. On peut avoir juste eu un malware et là, ce fichier mal intentionné, mais là, il a usurpé de l'information et il l'a envoyé. Donc, il n'y a pas nécessairement quelqu'un qui a rentré dans le système, mais il y a un fichier qui est mal intentionné qui peut causer d'autres dommages. Puis là, c'est classifié comme une attaque une fois qu'il est rendu dans nos systèmes. Oui, exactement. OK, super. Puis, ben, on en a parlé, c'est des podcasts qui parlent de la cybersécurité. Encore là, en restant très large dans la définition, mais qu'est-ce qui peut impliquer une cybersécurité ou qu'est-ce que ça contient, qu'est-ce que ça représente la cybersécurité? Oui, la cybersécurité, c'est un domaine qui est vaste, qui est large, puis qui est en expansion présentement. Ça va contenir la cybersécurité, tout l'aspect des mesures de protection qu'on peut requérir dans nos systèmes. Ça peut s'appliquer à n'importe quelle entreprise, personne particulière aussi. Donc, on a des différents outils qu'on peut avoir sur les postes, différentes gammes de prix, différentes gammes de produits qui vont venir couvrir chacune une partie de la cybersécurité. Parce que la cybersécurité, c'est un ensemble. Donc, on veut aller avoir des choses dans chacune des couches de la cybersécurité pour s'assurer d'avoir une protection maximale. Puis là, tu parlais justement de chaque faille doit être prise en considération. Ouais. Il y en a beaucoup. De là, on parle de couches de cybersécurité. Donc, c'est pas seulement une solution, j'achète un produit, j'achète une solution qui va soudainement tout régler mes problèmes. Dans les prochains podcasts, on va parler justement des fameuses cyberattaques potentielles, des cybermenaces. On va aussi parler de la cybersécurité plus en profondeur. Mais en restant large, quand il y a plusieurs failles dans un nouveau système qu'on n'a jamais, par exemple, pris en considération, bien là, on va parler d'un indice de compromission. Donc, comment on est capable de percevoir ou de mesurer cette fameuse indice de compromission-là sur une infrastructure quelconque? En fait, je corrige un peu ta question, Vas-y. Pascal, parce que l'indice de compromission, en fait, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on veut qui se mesure. OK. En anglais, on va utiliser justement IOC, le diminutif, pour indice de compromission en français. En fait, l'indice de compromission, c'est une preuve. C'est une preuve qu'on a été attaqué. C'est une preuve qu'on peut récupérer sur les systèmes et qu'avec ces preuves-là, ben, on peut dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été utilisé comme logiciel malveillant, comme trace que l'acteur malveillant a laissé en arrière-plan pour faire perpétrer son attaque puis ou sortir les données ou autres menaces. Donc, ces indices de compromission-là sont très utiles. On va les retrouver, par exemple, dans les grands vendeurs de cybersécurité qui vont nous dire hey, si vous voyez cet indice de compromission-là, bloquez-le. Ça laisse une trace. Okay. C'est ça. Et quand on va aller en dénonciation avec les autorités légales, bien souvent, c'est ce qui va être demandé de fournir à l'équipe de forensic des autorités parce qu'eux autres, ils vont analyser ça par la suite et ils vont regarder qu'est-ce qui s'est passé avec ces fichiers-là. Super, bien, merci de clarifier, justement. On est là pour ça. Même moi, aujourd'hui, j'en apprends, c'est parfait. On a parlé, là, justement, un mot qu'on entend aussi beaucoup parler, c'est les rançons. Puis je veux creuser un peu plus en profondeur à ce niveau-là parce que, on l'a dit tantôt,
à certains égards, ça peut être des organisations criminelles qui peuvent être capables de monétiser, en fait, les attaques qu'ils font. Il y a des attaques qui sont plus ciblées vers des compagnies précises, donc des grandes compagnies de ce monde ou des gouvernements de différents pays. Mais quand on parle de ces fameuses infrastructures là, de cybercriminels qui s'attaquent à une panoplie, en fait, de victimes, eux, ils trouvent le moyen, en fait, de monétiser cette attaque-là. Donc, ça peut être une source de revenus pour eux. Puis, il y a plusieurs façons de la monétiser. Puis, en discutant, justement, j'en ai découvert beaucoup. Dans un premier temps, on va parler justement d'une encryption de données. Donc, on encrypte les données, puis après, on demande une rançon. Peux-tu un peu plus me parler du concept d'encryption des données là, dans un parc informatique? C'est un cas, cette situation-là est très médiatisée. C'est celle qu'on entend le plus souvent dans nos médias en ce moment. Et oui, effectivement, le rançongiciel en français, ransomware en anglais, c'est la méthode la plus facile de monétiser l'attaque. OK. On ne se cachera pas, là, on a 3 grands buts en perpétrant une attaque. On veut avoir un financement. On veut déstabiliser, par exemple, un pays ou une organisation. Ouais. Et on pourrait gagner en notoriété. C'est les 3 grandes sphères là, pour un acteur malveillant. Les raisons de faire ça. Les raisons de le faire. Donc, Jonathan, dans le cas justement d'une rançon, c'est comme un peu une prise en otage, en fait. Donc, on va prendre en otage les données, on va demander une rançon pour libérer ces fameuses données-là, en fait. Oui, tout à fait. La rançon est là. On kidnappe. C'est un kidnappe de données. Puis, on veut aller monétiser tout ça. À la fin, le but, c'est on ne veut pas travailler pour rien. Autant quand on le fait légalement, du côté illégal, c'est la même chose. On veut monétiser, on veut avoir un gain à l'intérieur de ça. Et le rançongiciel, en fait, c'est une manière simple à monétiser. J'ai tes données, puis tu peux pas les revoir parce que l'encryption est trop élevée. Il y a quand même maintenant du développement de ce côté-là, là, mais de manière générale, c'est très difficile d'obtenir une décryption. Ce qu'on veut, c'est le logiciel qui sert à décrypter. Fait que la donnée, là, juste pour clarifier, elle est encore là. C'est juste qu'elle n'est pas accessible. Donc, son intégrité est impactée dans le sens que elle est là, la donnée. Je pourrais l'avoir, mais vu que je n'ai pas la clé pour la décrypter, je ne peux pas la consulter, cette donnée-là. Exactement. Mais elle n'est pas supprimée, en fait. Ah non, elle n'est pas supprimée. Par contre, dans le processus, il y a certains types de fichiers. On va parler, par exemple, de bases de données qui peuvent venir à être corrompues. Donc, il y a quand même un risque de perte de la donnée, mais elle est encore là. Donc, il y a des gens qui se spécialisent dans la reconstruction ensuite. Là. Mais oui, effectivement, la donnée est encore présente. Il faut seulement la décrypter. Ça a l'air simple, mais en fait... Sans la clé, c'est top. Oui, c'est ça. Et ensuite, là, on part un processus de prise de décision avec le client, en fait, et de se demander, est-ce qu'on paie ou ne paie pas la rançon? Quels sont les risques à payer? Quels sont les risques à ne pas payer? Mais au final, tout le monde veut avoir la même chose, récupérer ses données. Donc, dans le but de monétiser, justement, comme on disait, une attaque, une chose aussi, je dois recevoir un courriel par semaine que mes données se sont retrouvées sur le dark web. Il y a eu une exfiltration de mes données que j'avais données à un employeur passé, à une institution bancaire passée ou des choses comme ça. Donc, on sait que ça aussi, c'est un marché qui est lucratif, le fait d'avoir une grande quantité de données et on peut les revendre sur ce qu'on appelle le dark web. Oui. Oui, il y a une revente assez massive. En fait, je ne vois pas aucun groupe qui n'a pas tenté de revendre ces données quand ils ont été récupérés des attaques. Donc, ils vont les annoncer. Donc, le principe est quand même simple. Ils tentent de communiquer une première fois. On a vos données, on vous a encrypté. Communiquez avec nous. Ils nous donnent une procédure pour pouvoir rentrer avec eux. Et ensuite, une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à temps qu'il y ait un délai qui expire. À l'expiration des délais, ce qui arrive, c'est la majorité du temps, les données vont se retrouver sur un site web malveillant, annonçant le nom de la compagnie, le nombre de données qu'on a réussi à récupérer, et c'est annoncé. Après l'annonce, on a encore un certain sursis selon les cas.
Et ensuite, ben là, la donnée, elle est disponible à être téléchargée. Donc, si je n'ai pas payé, ils la donnent gratuitement. Fait que pour eux, c'est un moyen de pression, en fait. Ils disent, payez-nous la rançon, on les ignore, on ne paye pas. Ben là, j'ai non seulement encrypté tes données, mais j'en ai exfiltré une copie. Cette copie-là que j'ai, ben là, si tu ne me donnes pas ce que je veux, je vais la publiciser. Donc, Ouais. les données personnelles, souvent, on a vu des choses, là, des cas psychologiques, des cas médicaux, des enfants, des fois, des adultes, des choses comme ça, qui se retrouvent justement téléversés sur le dark web, donc qui vont être accessibles aux acteurs malveillants, à n'importe qui. Mais pour eux, c'est pas nécessairement la capitalisation de tout ça, plus qu'un moyen de pression pour que tu payes une rançon initiale. En fait, c'est effectivement ça. On veut mettre de la pression. OK. Ensuite, un coup qu'on a passé la barrière de la pression, parce que certains clients pourraient décider de ne pas subir la pression et faire abstraction de tout ça. On parle de données sensibles, contenus médicaux. Disons, on va dans les contenus médicaux, c'est, à mon avis, quelque chose qui n'est pas très prisé, à moins parce que c'est très ciblé d'avoir les données médicales de Pascal Laframboise ou Jonathan Johnson en ce moment. Par contre, notre numéro de passeport, notre numéro d'assurance sociale, numéro de permis de conduire, Crédit, ces choses-là. et ces choses-là. On peut recréer des identités avec ça. Exactement. OK. Donc, c'est ces données-là, souvent, qui sont très intéressantes pour ces acteurs malveillants-là. Puis si on décide de ne pas payer, ben, il y a toujours d'autres moyens. On va parler de deuxième ou troisième extorsion. Donc, il y a peut-être mon adresse courriel dans ces données-là. Et mon adresse courriel, ben là, je pourrais me faire écrire mentionnant que compagnie X s'est faite hacker et que maintenant, mes données sont publiques sur Internet. Et moi, de faire pression sur cette compagnie-là, Fait que tu ne la prends pas par la compagnie, tu la prends par le pirate. Puis là, tu appelles ta compagnie, tu dis qu'est-ce qui se passe avec mes données? Exact. Vous ne m'avez pas informé que je m'étais fait. Exactement. Donc, la compagnie, le but au final, c'est que la compagnie qui s'est fait attaquer, les pirates informatiques, justement, vont utiliser tous les moyens nécessaires pour mettre de la pression pour qu'ils payent une somme XYZ. Ils pourraient même me demander, moi-même, de payer pour faire enlever mes données de ce gros package-là. C'est nice. Et on parle de données, là, mais je bifurque un petit peu aujourd'hui, là, mais depuis maintenant l'automne dernier, le Québec s'est doté de la loi 25. Et la loi 25, c'est justement, on veut, entre autres, arrêter d'être avisé par ces groupes de malfaiteurs-là, mais plutôt par la source qui s'est fait attaquer. Donc, c'est un des aspects de la loi en ce moment. Bien, justement, cette fameuse loi-là, récemment, quand je me suis informé là-dessus, ce que je trouvais quand même assez intéressant de la part des cybercriminels, c'est que, advenant le cas où ils détenaient des données, puis ils savent que dans certains pays du monde, en Europe, les lois sur la cybersécurité sont encore plus renforcées qu'ici au Canada, sont encore plus sévères en fait. Il y a vraiment des pénalités là, pour une compagnie qui n'a pas protégé des données ou qui n'a pas nommé une attaque. Souvent, ce qu'ils vont faire, c'est que la compagnie de cybercriminel va informer les autorités. Donc, pourra appeler directement à la commission ici d'accès à l'information qui régit la loi 25, ou du moins à qui tu es supposé déclarer une attaque. Dire « Hey, salut, compagnie X », comme on a dit tantôt, se sont fait attaquer, ils vous ont pas appelé pour vous le dire. Fait faites votre enquête auprès de ça. Donc, encore là, moyen de pression venant des autorités. C'est un nouveau moyen que les cybercriminels peuvent utiliser aujourd'hui. Certains de pays alliés ont des lois différentes et certaines de ces lois-là mentionnent qu'il y a un laps de temps pour déclarer un incident. Et on a vu ça dans les journaux publics, là, début de l'hiver de cette année, comme quoi, justement, la compagnie qui s'était fait attaquer et l'acteur malveillant, sachant très bien que dans ce pays-là, il y avait un laps de temps et qu'il avait été dépassé. Donc, 31e jour. Ils ont été téléphonés et là, la compagnie X se retrouve en plus avec une amende pour ne pas l'avoir divulgué. C'est bon. Donc, il y a un jeu de cache-cache, si on veut, entre les clients, l'acteur malveillant, les autorités, pour bien faire du côté légal et pour essayer de minimiser l'impact des fois réputationnel ou avoir un certain temps pour mettre en œuvre la restauration ou les avis publics, où est-ce qu'un temps X n'est pas nécessairement
assez pour une compagnie, peut-être trop pour un un autre. Fait que on essaie de jongler dans le juste milieu de tout ça. Je pense que tout le monde est de bonne foi, mais du côté des légal, mais on apprend en ce moment à travailler. En même temps, au Ouais. fur et à mesure. Depuis tantôt, on parle un peu de façon de monétiser, justement. Puis, on a trouvé des statistiques, en fait, là, au niveau de c'est quoi le coût, justement, là, mondial, c'est quoi le coût en moyenne. Donc, des statistiques rapidement. Puis, celle-là, elle m'a vraiment fait tomber en bas de ma chaise, qu'on disait que dans le monde entier, en 2023, le coût du cybercrime, toutes sources confondues, rançon plus les coûts pour retour aux opérations, s'élève. Là, je n'étais même pas capable de figurer le chiffre, là, mais c'est 8 000 milliards de dollars pour dans le monde entier. Ça veut dire que le fameux market qu'ils ont, qui est excessivement lucratif là, présentement. C'est très lucratif. C'est très lucratif et puisque c'est lucratif, ça cause un dommage énorme dans l'économie en soi. Je suis pas un économiste, je suis en cybersécurité, mais je suis capable de faire des liens de cause à effet. 8 000 milliards, c'est 8 beaucoup 000 d'argent. milliards, on parle d'un coût moyen là, de restauration avec juste pour la main-d'œuvre. Des coûts moyens d'environ peut-être 250 000 pour une entreprise au Québec. Rajoutez à ça, si vous décidez en tant que client de payer une rançon, bien, rajoutez le montant de la rançon qui, elle, peut varier là, facilement entre, si on parle d'un particulier, peut-être une dizaine de milliers de dollars. Si on parle de grosses entreprises, on peut monter. Là, je ne mettrai pas de plafond parce que il n'y a pas de... Je ne suis pas un acteur malveillant, je ne suis pas une personne qui peut déduire, mais dans mon expérience personnelle, j'ai déjà vu jusqu'à plusieurs millions de dollars en termes de rançon. Et puis là, ben, faut ajouter ça. Donc, un coup que j'ai payé tout ça, il y a juste une personne, Pascal, qui va payer au final. C'est moi puis c'est toi. C'est notre poche qui va aller payer parce que les prix vont augmenter, parce que les primes d'assurance vont augmenter. Et parlant de primes, ben, c'est une des raisons parce que auparavant, les assureurs, ne connaissant moins ça, n'avaient pas nécessairement de limite ou une limite très élevée au terme des paiements. Avec le temps, ben, les acteurs malveillants, ils en ont profité. Ils ont monétisé ça. Ils se disaient, hey, c'est même pas l'entreprise qui paye, c'est l'assureur. Fait que l'assureur, qu'est-ce qu'il a fait après avoir payé plusieurs fois? Monter les primes, puis descendu les... descendu les paiements de rançon. Fait que là, on se retrouve avec des fois des couvertures qui ne couvrent pas la rançon, mais qui va couvrir la main-d'œuvre, par exemple. Pour le retour aux opérations. Ça. Exactement. Okay. Fait que là, ben, ça l'aide en partie, parce qu'au final, on ne se cachera pas, on veut contrer ces acteurs malveillants-là. C'est pas toujours une bonne idée de payer les rançons. Les autorités locales, vous le mentionnerez, dans un cas de kidnapping, il n'y a pas vraiment de négociation. On ne veut pas payer le kidnappeur. C'est le but ultime. Ben, ils ont la même, présentement, selon moi, ils ont la même logique au niveau d'un kidnapping de données. Ils voudraient éviter qu'on le fasse. Dans les faits, c'est une décision. T'as pas le choix à mener. À certains égards, ça se peut que t'as pas le choix. Exactement. C'est des décisions qui appartiennent aux dirigeants des entreprises, à moi-même si c'est moi qui s'est fait prendre. Pour tout ça. Fait qu'on parle quand même de gros montants, de gros chiffres. Non, c'est clair. Puis tantôt, les chiffres que tu as parlé à propos en lien avec une attaque, ce qu'il faut mettre en considération, c'est qu'une fois que je me suis fait attaquer, justement, bien là, à certains niveaux, tu as une rançon à payer. Donc, la rançon, là, peut être variable, tout dépendant. Souvent, ça va être un pourcentage de ton chiffre d'affaires, des choses comme ça. Les cybercriminels sont souvent bien informés. Ensuite de ça, tu peux avoir une perte de production. Donc, si tu as des lignes de production qui ne fonctionnent pas pendant un certain nombre de temps, mais tu ne produis pas, c'est des produits que tu ne peux pas vendre. Donc, l'impact d'une cyberattaque peut venir jouer jusque-là. Après ça, tu as justement l'équipe qui va te remettre sur pied. Donc, ça prend des spécialistes, des professionnels. Puis, ces personnes-là qui vont venir remettre ton réseau en fonction, bien là, eux autres, c'est des heures et des heures et des heures de travail, tout dépendant c'est quoi les sécurités que tu avais en place, tout dépendant c'est quoi les sauvegardes que tu avais en place. Il y a plein de critères qui font en sorte que ça, c'est le coût total d'une attaque de cybersécurité. C'est pas seulement la rançon, c'est pas seulement la main-d'œuvre, c'est que la perte de production, les employés qui sont au bureau pendant 4 jours de temps à rien faire parce que ton système est down, tu payes pendant ce temps-là en train de rien faire. C'est une perte claire pour des entreprises.
Puis on chiffrait à une entreprise québécoise, en fait, canadienne, qui ont été attaquées, perdaient en moyenne 27 de leur chiffre d'affaires annuel lors d'une seule attaque. C'est énorme. Puis là, ça m'amène à penser en fait, à une phrase que souvent en cybersécurité, on l'entend dans plein d'autres domaines, mais en cybersécurité, on l'entend. Ça va être la fameuse phrase « Ben ça arrive juste aux autres personnes. Ça arrive juste aux autres. » Puis, c'est deux choses que j'entends vraiment souvent. Ça arrive aux autres de la part de dirigeants de PME. Puis, de l'autre côté, j'entends souvent des phrases du genre Ben, tu sais, moi, je suis un tout petit joueur. Je suis une toute petite compagnie. Je suis une compagnie de courtage. On est 5. On n'est pas menacé. On n'est pas la cible de ces cybersécurités-là. Ils ont raison. Ils ont raison que c'est pas directement les cibles. Le problème, c'est que des campagnes d'hameçonnage, c'est pas souvent dirigé contre la PME de 5 employés. Mais ce qui arrive, c'est qu'on en reçoit pareil. Tu es à risque quand même de te faire Tu vas en pogner. recevoir pareil. Puis il s'agit d'un clic. C'est là le problème. Ça, c'est surtout les statistiques qui sortent. C'est que 60 des attaques qui sont perpétrées contre des entreprises, c'est souvent des micros qu'on appelle, des petites et des moyennes entreprises. La majorité des grandes entreprises, souvent, vont être moins impactées face à ces cyberattaques-là parce qu'ils ont les moyens, justement, de se protéger. Ils ont des plus gros moyens pour se protéger. Les PME, souvent, ils sont dans une fausse sécurité de dire « ça arrive juste aux autres, de toute façon, je suis trop petit ». Puis à ce moment-là, ils ne vont pas investir, parce qu'on parle bien d'investissement, dans leur cybersécurité. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux dirigeants de ces PME-là, facilement? J'aimerais, avant de répondre à ta question, mentionner deux statistiques de mon côté. Il y a 3 grands secteurs qui ont été relevés par le rapport de ConnectWise en 2023, ce qu'on appelle le Threat Report. Donc, eux autres prennent des données de 2023 et ils font des statistiques de tout ça. Et ce rapport-là nous a amené à 3 grands secteurs qui sont ciblés. OK. Le secteur de la gestion de parcs informatiques, le secteur des transports, puis le secteur immobilier. C'est les 3 principaux qui ont été soulevés en 2023. La deuxième chose, on a 2 types d'attaques courantes qui ont été plus utilisées que les autres. Et la première, tu ne seras pas surpris, Pascal, là, on a tous ça sur tous nos ordinateurs, c'est des vulnérabilités applicatives. On a tous au moins un système d'exploitation. Ouais. On a tous au moins une application. Les vulnérabilités applicatives sont la première source d'attaque utilisée. La deuxième, ça va être tout ce qui démarre automatiquement sur ton ordinateur. Hey, moi, quand je démarre mon ordinateur, j'ai un logiciel de prise de notes qui ouvre, j'ai un logiciel automatique de PDF qui ouvre. Bien, tout ça, ça peut être aussi aller se glisser. Des exécutions automatiques. Exact. Puis, dans le même ordre, tout ce qui est au niveau du démarrage. Donc, avant même ton système d'exploitation, il y a un petit logiciel qui part. On va appeler ça en anglais le boot sector. Puis, je peux aller infecter ce petit micro-programme-là à l'intérieur. Donc, ça, c'est les 2 manières les plus fréquentes qui ont été vues en 2023. Donc, comment que nos dirigeants aujourd'hui peuvent aller se protéger ou acquérir de l'information? En fait, là, la première chose, là, un dirigeant, je vais prendre un exemple, un dirigeant qui vient du monde plus technique, moins administratif, n'aura pas le choix un jour de savoir un minimum en finance. Bien, selon moi, aujourd'hui, en 2024, un dirigeant, il n'a pas le choix d'avoir un minimum de connaissances en cybersécurité pour au moins savoir de quoi on parle. Parce que quand on a une compagnie de cybersécurité qui va approcher le client, il faut au moins savoir c'est quoi les termes qui vont me jaser. Je suis en train de me faire avoir ou je suis en train de... Ah non, je suis en confiance, puis je sais de quoi il me parle, puis je sais c'est quoi mon besoin. Parce qu'au final, je peux arriver et me mentionner « Hey, tu as besoin de X, Y, Z ». Mais si tu ne sais pas de quoi je parle, ça se peut que tu signes en bas de la... Comprendre la réalité de où est-ce qu'ils sont mes vulnérabilités potentielles puis qu'est-ce que ça va apporter. Fait que c'est important d'aller s'informer. Il y a plusieurs sources d'informations. Il y a plusieurs podcasts qui existent de renommée sur Internet. Il y a plusieurs sites web qui traitent de ça, des certificats qui existent dans des universités. Puis il y a une chose que je suis fier au Québec, c'est que depuis quelques années, plusieurs années,
il y a une communauté en cybersécurité qui se sont développées. Et cette communauté-là a des conférences annuelles, une à Montréal, une à Québec, une fois par année. C'est des conférences qui amènent des personnalités connues du monde de la cybersécurité et qui font profiter les gens du Québec de cette connaissance-là. Donc, une conclusion à tout ça, là, une PME au Québec n'a pas les moyens de ne pas se protéger. Parce que quand ils vont se faire attaquer, ces moyens-là vont s'évaporer en l'espace de quelques secondes. Donc, c'est aussi bien d'investir dans la protection, la prévention que d'investir dans des rançons, puis des remises sur pied, puis des retours à la production. Moi, je dis toujours, Pascal, une personne qui ne s'est pas fait assurer pour le feu à la maison. C'est aussi bien de te faire assurer pour ta cybersécurité. Tout à fait. Super. Ben, ça fait le tour un peu de ce premier podcast-là. Introduction à la cybersécurité. Évidemment, là, on a pitché plein d'informations. On a fait potentiellement peur à certaines personnes. Heureusement, ben, dans les prochains épisodes, on va creuser un peu plus loin, sans trop tromper de technique, mais être capable d'expliquer certains autres grands concepts au niveau des menaces, des vulnérabilités, puis surtout au niveau de comment je peux me protéger face à toutes ces choses-là. Jonathan, merci beaucoup pour ta pertinence aujourd'hui. C'était super apprécié. Chers auditeurs, à une prochaine fois.